Bon matin tout le monde, merci pour votre présence. Vous êtes en très grand nombre ce matin, donc c'est vraiment apprécié pour nous. Je vais mettre la table pour la présentation de l'étude, puis Geneviève va vous parler de nos résultats préliminaires de recherche. Excusez François qui n'est pas avec nous ce matin, mais il m'a quand même affirmé qu'elle allait être là au cocktail plus tard, donc pas d'inquiétude, il va être avec nous ce soir. Donc, pour la problématique d'ensemble de notre enquête, c'est qu'on a remarqué dans les statistiques du secrétariat du travail que les motifs de litige depuis la fin des années 2000 se rapportaient de plus en plus au travail en tant que tel. Donc, on parle d'organisation du travail et de santé-sécurité au travail. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avant, quand on se rapporte à l'époque ou une époque qui est très difficile à définir parce qu'on n'est pas capable d'avoir de date exacte, mais lorsqu'on parle du compromis Fordiste, par exemple, qui dit qu'à l'époque, les syndicats travaillait plutôt sur les questions d'emploi, de salaire, et laissait ce qui était en rouge, donc les questions du travail, plutôt à l'employeur, ce qui était perçu comme une prérogative de l'employeur. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis la fin des années 2000, on voit un retour des luttes syndicales qui se rapportent particulièrement au travail, puis on n'a pas besoin non plus de chercher très loin. On voit dans les médias récemment le système de santé avec les ratios pour les infirmières, les chauffeurs d'autobus, les ambulanciers, que l'organisation du travail devient un enjeu syndical majeur. Donc, le point de départ de notre étude, qui est l'étude sur l'action syndicale locale en santé et sécurité au travail. Notre question de recherche va comme suit. Quels sont les contextes, ressources et aptitudes des syndicats locaux qui agissent de manière significative sur des conditions d'emploi et de travail qui affectent la santé et sécurité au travail? Et notre deuxième question, c'est quel répertoire d'actions déploie-t-il avec quels résultats? Donc, en gros, ce qu'on essaie de voir, c'est pourquoi certains syndicats sont actifs en santé et sécurité au travail et pourquoi d'autres ne le sont pas. Donc, évidemment, nous, on se concentre surtout sur les syndicats qui sont particulièrement actifs. Puis, pour ceux qui sont actifs, qu'est-ce qu'ils font en santé et sécurité au travail? Donc, notre étude est en deux phases. On a une collaboration avec la CSN et la FTQ qui nous aident dans cette étude-là. Puis, pour la phase 1, on a rencontré des gens qui travaillent directement pour les centrales et pour les fédérations, peu importe pour quel syndicat ils travaillent. On a rencontré des gens qui travaillent au niveau du recrutement de la santé et sécurité, des plaideurs, des ergonomes même, des conseillers syndicaux aussi à la base. Donc, vraiment, toutes sortes de personnes qui remplissent différentes fonctions. Puis, on leur demandait, pendant chaque entrevue, de nous identifier des syndicats qui étaient particulièrement actifs en santé et sécurité au travail. Donc, ces syndicats-là font, en fait, font partie de notre étude dans la phase 2 que nous sommes en train de faire en ce moment. Puis, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la question de l'intensité du travail sortait souvent dans les rencontres qu'on avait avec nos participants. Donc, on a creusé un petit peu plus sur ce phénomène-là. Le but ce matin, c'est pas de vous convaincre que l'intensification du travail, c'est un problème réel. Je pense que tout le monde en est déjà convaincu ici. Mais surtout, vous donner quelques chiffres. Par exemple, quand on regarde le QSP, qui est l'enquête québécoise sur la santé de la population, on se rend compte que c'est le tiers des Québécois et des Québécoises qui ont à faire une quantité excessive de travail pour l'ensemble du Québec. Pour les femmes, c'est assez stable. Pour les hommes, ça augmente un petit peu. Mais il reste que c'est quand même un problème qu'on pense qui est préoccupant. On n'a pas de données à long terme pour le Québec, mais en Europe, eux, ils font des enquêtes sur les conditions de travail à tous les 5 ans. Puis on voit vraiment une tendance à l'intensification depuis les années 90. Pour ce qui est des éléments qu'on a regardés lors de nos entrevues, qui représentent notre cadre conceptuel qui est très léger en ce moment, notre cadre conceptuel pour l'étude est beaucoup plus gros que ça. Donc, on s'attarde beaucoup aux ressources de pouvoir et aux aptitudes stratégiques de Lévesque et Murray qu'on ne couvrira pas ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais si vous lisez nos prochains articles, certainement qu'on va en parler. On regarde le répertoire d'actions aussi. Donc, qu'est-ce que les syndicats qui traitent de santé et sécurité au travail font? Par quels moyens ils s'y prennent? Est-ce que c'est des moyens qui sont dans la loi sur la santé et sécurité au travail? Donc, comité de santé et sécurité, inspecteurs, etc. Est-ce que c'est des moyens qui proviennent du régime de relations de travail? Donc, comité de relations de travail, négociation collective, grief, ou c'est tout à fait des moyens autonomes qui sont pas dans les deux premières catégories? Les syndicats qu'on a rencontrés sont très imaginatifs. Donc, ils vont avoir des ergonomes, ils peuvent faire des alliances avec le public aussi pour travailler sur les questions d'intensité du travail.
Donc, pour ça, c'est important pour nous de voir dans quelle catégorie font leurs actions, puis ça nous permet de voir comment ils conçoivent les questions d'intensité du travail. Pour ce qui, on regarde aussi le processus de mobilisation qui est lié, donc c'est quoi les ingrédients qui font en sorte que les syndicats vont se mobiliser sur ces questions-là. Puis on s'attarde aussi aux facteurs objectifs. Donc des facteurs plus économiques, qu'est-ce qui fait que l'employeur va avoir les moyens d'offrir des meilleures conditions de travail et qu'est-ce qui fait en sorte que les syndicats vont être en mesure d'aller chercher des meilleures conditions de travail. Donc la structure de négociation et tout sont tous des éléments qu'on regarde aussi. Merci, Kevin. Alors, je vous présente un premier volet de résultats de l'étude, c'est-à-dire donc à partir de tous les cas qu'on a recensés, on a essayé de faire une grande catégorisation là, des réponses à l'intensification du travail et je reprends ici une typologie là, qui est proposée dans le fond par Bruno Trentin, qui est un syndicaliste et sociologue italien qui étant syndicaliste lui-même, se permettait de faire une critique du syndicalisme qui avait surtout cherché à compenser la pénibilité du travail et donc à le compenser par l'accès à l'indemnisation ou par l'élévation des salaires, plutôt que d'agir sur la source et donc de transformer le travail lui-même, et donc proposant que c'était une source possible là, de revitalisation du syndicalisme. Et donc, ce qu'on a observé en termes de réponse, là, c'est ce qui est en rouge, c'est soit des mesures pour faciliter la réalisation de la tâche. Par exemple, l'affilage des couteaux dans les abattoirs, c'est extrêmement important parce que l'effort est largement augmenté quand le couteau est mal affilé, versus des revendications qui portent sur la réduction de l'exigence quantitative. Si on se rapporte aux abattoirs, ce serait la réduction de la vitesse de la chaîne. C'est un gros enjeu. Aujourd'hui, aux États-Unis, là, il y a une déréglementation là, à cet égard-là vraiment importante. Donc, réduire le nombre de quelque chose à faire par unité de temps ou augmenter le temps qu'on a pour faire la chose en question. Donc, c'est sur ces actions-là qu'on va se concentrer. Alors, le répertoire d'actions qu'on a observé là, dans cette catégorie-là d'actions où on cherche plus à agir sur la source, encore une fois, dans nos résultats de phase 1, ce qu'on remarque, c'est que l'utilisation du registre santé et sécurité, donc plutôt consensuel, les comités de santé et sécurité dans les entreprises, ce qui est proposé par notre régime de santé et sécurité, c'est limité par la vision très restrictive de la plupart des employeurs de ce qu'est la santé et sécurité. Donc, tout ce qui est organisation du travail, santé au travail, santé mentale, etc., ils ont tendance à l'exclure et surtout, ils ont tendance à dire « ça relève de mon droit de gérance, donc on l'évacue ». Donc, dans le public, c'est très rare, dans le secteur public. Par contre, dans le privé, parfois, ça existe où on va rencontrer des syndicats qui se sont dotés de moyens de représentants à la prévention, de gens qui sont libérés syndicalement pour agir en prévention et qui font ce qu'on peut appeler quasiment une guérilla quotidienne là, pour agir sur différents problèmes de santé-sécurité reliés à la répétitivité, la vitesse de la chaîne, etc. Et on a observé aussi d'autres moyens extrêmement inventifs, comme l'utilisation de dispositions de la loi sur la santé et sécurité qui ont égard aux espaces de travail, l'encombrement, mais pour lutter contre la surcharge de travail, par exemple, dans les urgences des hôpitaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'aborder sur l'angle de la surcharge de travail, on l'aborde sous l'angle de il y a trop de civières dans le même petit espace, donc on est obligé de réduire l'encombrement à l'unité de débordement de l'urgence. Donc, un registre difficile à utiliser. Le registre relations de travail, on a vu des initiatives là, qu'on va appeler de l'expérimentation pour l'utiliser. La négociation sur des enjeux de charge de travail est rare, mais parfois amenée à des gains significatifs, et c'est là-dessus qu'on va parler tout à l'heure. Parfois, les comités de relations de travail ou les comités paritaires sur l'organisation du travail sont utilisés, mais en général, on nous parle de résultats décevants. Quelque chose qui semble représenter un espoir intéressant, c'est l'utilisation de griefs collectifs pour faire d'autres tâches. Vous avez peut-être vu dans les journaux là, un grief collectif dans un CHSLD qui a mené à ce que l'arbitre demande d'embaucher 10 infirmières de plus, des préposés, etc. On a observé aussi un registre
autonomes, c'est-à-dire des actions de documentation des risques, des alliances avec le public et des actions de dénonciation très imaginatives utilisées par les syndicats. Et ce registre-là autonome, dans le fond, c'est ce qui est à la base de l'utilisation des registres précédents. Puis on peut jumeler ça avec des actions individuelles ou collectives initiées par les membres qu'on a vu exploser, là, si vous vous souvenez cet été, là, un peu dans la foulée du MeToo, dans le fond, là, des dénonciations des surcharges de travail, surtout dans le secteur de la santé, des sit-ins et des arrêts de travail hors du cadre légal. Alors, on va prendre 2 cas contrastés pour tester un petit peu notre cadre conceptuel où on cherche à expliquer qu'est-ce qui fait qu'on réussit à agir vraiment pour freiner l'intensité du travail ou qu'on réussit plutôt à agir à la marge, c'est-à-dire améliorer les conditions d'exercice du travail pour que la charge ressentie soit moins pénible. Vous comprenez la différence, hein? Donc, aiguiser les couteaux, ça ne fait pas que la chaîne va moins vite, mais ça fait quand même que ça génère moins de troubles musculo-squelettiques. Donc, les cas contrastés, c'est le cas d'un grand hôtel et d'un abattoir de porc. Donc, ce qu'on voit dans les hôtels, c'est qu'on a réussi au fil du temps, depuis 1999, avec la négociation coordonnée dans l'hôtellerie par les syndicats CSN, ça a été fait aussi individuellement par des syndicats affiliés à la FTQ. On est passé d'une augmentation soutenue de la charge avec l'augmentation des coussins, des miroirs, des cafetières, des planches à repasser, de toutes sortes de services qui s'offrent dans les hôtels. On est passé de ça à une réduction effective du nombre de chambres à nettoyer par jour par les préposés, qui a stabilisé la charge telle qu'elle est ressentie. Donc, on est passé de 17 chambres à 13 chambres l'été quand il y a des familles, etc. Alors que dans les abattoirs de porc, les personnes interrogées nous parlent d'une charge qui était déjà élevée et qui s'est accentuée, des vitesses de chaîne qui augmentent. Donc, une situation contrastée, où des mesures préventives vont être, dans le premier cas, vraiment réduire la charge au plan quantitatif, alors que dans l'autre, ben, on est plus dans la temporisation. Puis là, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui expliquait ça. Ce qu'on voit, c'est bien sûr que dans le premier secteur, dans les hôtels, on était sur une lancée d'amélioration continue de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail, alors que dans l'autre secteur, bien, il y a eu, dans ce secteur-là, vraiment des attaques très dures. On se souvient d'un ancien premier ministre qui a agi comme négociateur patronal et qui a largement attaqué les conditions de travail, des réductions à peu près de 30% des conditions salariales dans un des abattoirs du secteur. Donc, on essaie de comprendre, d'abord en regardant le contexte économique et réglementaire, ce qu'on voit, c'est que les conditions ont été plus favorables, taux d'occupation des hôtels en croissance de manière générale, alors que le secteur des abattoirs de porc a été soumis à de plus en plus de compétition sur le plan international, c'est pas soumis à la gestion de l'offre, et donc il n'y a pas de protection de ce marché-là, alors que le secteur de l'hôtellerie était plutôt en croissance. Donc, on pourrait se dire, bon, ben, c'est simplement une fenêtre d'opportunité dans le contexte économique. C'est des conditions objectives que les syndicats ont utilisées, mais ça ne dépend pas d'eux. Mais par contre, ce qu'on peut regarder, si on regarde l'organisation du travail, là, il y a vraiment une opportunité qui a été utilisée par les syndicats, c'est-à-dire l'importance de la qualité dans les hôtels comme un enjeu qui pouvait être utilisé auprès de l'employeur pour le convaincre de réduire l'intensité du travail, de la stabiliser. Ce qui n'était pas possible dans les abattoirs de porc. Puis la détérioration qu'on a observée aussi dans les abattoirs, c'est que les entreprises ont grossi certaines des usines, ce qui fait que s'il y a grève, ils peuvent déplacer la production ailleurs, ce qui réduit complètement le rapport de force. Alors, ce sur quoi on voudrait insister, c'est surtout le fait que la victoire dans le gain très positif dans l'hôtellerie, on peut le rapporter bien sûr à des conditions objectives, là, une utilisation d'un contexte particulier, mais aussi beaucoup à une stratégie de négociation coordonnée qui s'est installée depuis la fin des années 80 et qui a permis d'instaurer ce qu'on appelle un pattern à l'échelle de tout le secteur d'amélioration. Tous nos interlocuteurs nous disent que ça n'aurait pas été possible de faire ces gains-là s'il n'y avait pas eu la négociation coordonnée, alors que historiquement, ça a déjà existé dans le port et que c'est disparu. D'abord aux États-Unis, puis ensuite disparu au Canada. Donc, ça nous semble être un facteur d'explication important.
Et l'autre facteur d'explication, c'est qu'il y a eu un processus de mobilisation construit consciemment par les syndicats du secteur de l'hôtellerie à partir d'une étude ergonomique qui a été initiée de l'extérieur du mouvement syndical par une équipe qui s'appelle l'Invisible qui fait mal, en association avec les centrales syndicales, dont la CSN. Un colloque où on invite les préposés aux chambres, qui généralement à cette époque-là n'étaient pas membres des exécutifs. On les invite, on reconnaît la qualité de leur travail, l'importance de leur travail, on reconnaît la surcharge qu'elles vivent et donc on renforce tout le processus de mobilisation qu'on connaît sur le plan théorique. Alors, en conclusion, je termine. Donc, on a testé avec ces deux cas-là le modèle conceptuel qu'on avait pour tenter d'expliquer la capacité syndicale à réagir à l'intensification du travail puis à y mettre un frein. Donc, à essayer de comprendre ce qui fonctionne. Puis là, ce qu'on chercherait à faire en comparant avec d'autres secteurs, c'est aussi à comprendre qu'est-ce qui fonctionne dans des contextes ou dans des périodes moins favorables que la montée qui a été connue par le secteur de l'hôtellerie. On voudrait voir quelle influence ont aujourd'hui les pénuries de main-d'œuvre qui devraient inciter à une certaine amélioration des conditions de travail, mais ça tarde à venir. On voudrait regarder aussi quel rôle le cadre réglementaire pourrait avoir. On a vu qu'ailleurs, il y a eu des ratios patients-infirmières, par exemple, qui ont été implantés à l'initiative des syndicats en Californie, en Australie. Puis il y a des expérimentations aujourd'hui en cours là, à la suite des négociations du secteur public, du secteur de la santé. Et tout ça, ça nous amène à penser qu'il y a un potentiel probablement sous-estimé de l'action pour la santé pour une revitalisation de l'action syndicale, et c'est ce qu'on espère démontrer. Merci.